parce que c'est ici que je t'ai connu. Oui. J'écoute ma parole pour le moment, s'il te plaît. Merci infiniment, Roméo Mokonzi, et je peux vous confirmer dès maintenant que l'invitation est acceptée avant même qu'elle ne soit adressée par écrit. Merci infiniment. Ah, Kombe Roméo B. Okay. Respect, frère. Respect à vous également. Force et courage à nous tous. Merci beaucoup, frère. Ciao. La voumame, sou à ruito. C'est que Mounier et nous, je veux les fondements même, les vraies choses. Oui. Les soubassements. Moi, je ne pourrais répondre que de ma personne. Tu vois un peu, je ne peux pas parler pour tout le monde. Mais moi, déjà, je pense que je suis bien plus jeune que beaucoup de gens ici. Et quand moi je suis sorti du pays, la première chose qui m'a touché, c'est l'ouverture d'esprit, au fait. L'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit. J'ai vu dehors. Allons-y. Donc, un diabodi, quoi. J'ai vu dehors. J'ai vu comment les gens font les choses dehors. Tu vois un peu? J'ai vu comment les choses fonctionnent dehors. Et quand j'ai quitté le pays, au fait, j'ai quitté le pays à un âge où je connais bien le pays. J'ai quitté le pays aux âges de entre 19 et 20 ans. Tu vois un peu? Donc, j'ai vraiment vécu, tu vois. J'ai fait Lomé, j'ai fait le nord, je suis allé jusqu'à Mango. D'Apaon, c'était juste à côté. Donc, je connais le Togo. Même si je suis né à Lomé, j'ai fait tout le pays. Et quand je suis sorti, la première chose qui m'a frappé, c'est que, waouh, c'est différent dehors, quoi. C'est vraiment différent. La façon dont les gens ont pris le temps de construire leur pays, de construire les institutions, d'écrire les lois, de faire l'éducation, les choses, les routes, même les petites choses que nous-mêmes, on ne voit pas, nous, on est là. Eux, ils prennent le temps de travailler dessus, c'est-à-dire la qualité dans le travail, quoi. Tu vois un peu? Et c'est la première chose qui m'a touché. Ensuite, le deuxième point que je vais soulever, je vais parler et encore une fois, c'est personnel, je vais parler de trauma, des traumas. Quand on était au Togo, par exemple, moi, je me rappelle, par exemple, que très jeune, entre l'âge de 8 et puis 12 ans comme ça, j'ai perdu une camarade de classe. On ne savait même pas dans quelles conditions elle est partie. Après, un peu plus vieux, on nous a fait comprendre que elle avait le cancer, elle avait un cancer. Et j'ai aussi perdu une autre cousine comme ça. Elle était là, tout allait bien, la nuit. Elle a commencé à se plaindre que, oh, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Jusqu'au lendemain, elle est partie. Et ça m'a marqué parce que moi, j'étais très jeune, tu vois un peu. Et je suis sorti du pays, j'arrive à l'extérieur et je vois qu'au fait, la santé, ce n'est pas quelque chose qui est intimement lié à la mort. Et arrive à subvenir à leurs besoins, mais que la même chose se passe aussi chez toi. Donc, ce qui me lie maintenant à mon troisième point, le mal du pays, le manque du pays. On est tous partis, mais qui va me dire ici que le Togo ne lui manque pas? On est bien là où on est, hein. On se débrouille comme on peut, hein. En tout cas, moi, personnellement, le Togo me manque beaucoup. Beaucoup même. Quand moi j'ai quitté le Togo aux environs de 19 ans, 20 ans, là, comme je disais, moi j'étais jeune. Moi j'étais dans la télévision, j'étais dans la mondialisation, j'étais dans le rap, j'étais dans les choses bizarres. Je ne connaissais pas la culture de mon pays. Je n'aimais pas les chansons en évé, je n'aimais pas les chansons en langue. Je ne faisais pas attention à ces choses. Pour moi c'était le français, l'anglais, les choses bizarres. Tu vois un peu? Et maintenant je suis venu dans le pays même où on parle l'anglais, où on fait le rap et les choses. Mais ça ne me parle plus. Ça ne me touche pas. Ce qui me manque, c'est les chansons de chez moi. Le langage de chez moi. Tu vois un peu? La connaissance de chez moi. Les chansons de Jimmy Hope, Bella Bello. Ma culture à moi. Et tu sors et tu vois comment les gens travaillent sur élever leur culture. Ils mettent leur culture dans le visage de tout le monde. Mais nous, on nie notre culture. Tu vois un peu?
Et quand tu as toutes ces choses, tu te rends compte qu'au fait, mais attends, quand j'étais au Togo, je pensais que la vie était meilleure à l'extérieur. États-Unis, France et ainsi de suite. Maintenant, je suis arrivé et je me rends compte que, mais, et non, on pas ta et non, on pas ta Watcha mebetonye. Watcha mebetonye tu wabedwe. Les magies il n'y a aucune magie. Ce sont des êtres humains qui ont travaillé sur la consolidation de leur pays. Et nous, on les voit comme, yovo gaoni allo, yovo gaoni. Non! Ce ne sont que des êtres humains conscients de leur culture, de leur patrimoine et du fait qu'ils doivent travailler pour rendre leur maison belle. Et ils l'ont fait. Maintenant, nous, on voit et ça nous plaît. Tu vois un peu? Et maintenant qu'on arrive et qu'on est là maintenant, on se sent dépaysé. On n'est pas chez nous. J'ai envie de manger aïmolou, j'ai envie de manger veilli. J'ai envie de faire les choses de chez moi. Monsieur Elliott, vous pouvez cuisiner aïmolou en achetant un peu d'haricots. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Okay. Il manque la poussière de chez moi. Il manque le vent de chez moi. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc la poussière du pays vous manque? Oui, là, mon frère. Allons-y, allons-y. C'est la maison que Dieu m'a donnée. C'est le pays que Dieu m'a donné, ça. Tu comprends? Donc pourquoi est-ce que je ne travaille pas à bien balayer chez moi, mais je veux partir pour aller vivre chez quelqu'un? À un moment qu'on parle d'ouverture d'esprit et de conscience, tu te rends compte que non, je ne peux pas aller. Je n'ai qu'à aller travailler chez moi. Et maintenant, tu vois qu'en fait, le problème chez moi, ce n'est pas vraiment que c'est chez moi le problème. C'est une minorité qui a pris le territoire en otage et qui s'en fout totalement de la population ou de faire quelque chose de conséquent pour la masse. Et tu ne peux pas te taire. Ça fait mal. Parce que toi, tu ne jouis pas de leurs privilèges. Toi, des gens sont morts. Des gens sont partis pour du n'importe quoi. Parce que ces gens n'ont pas fait leur travail. Tu vois un peu? Des gens sont beaucoup plus intelligents que moi ou que toi aujourd'hui, mais n'ont pas les chances qu'on a parce que ces gens n'ont pas fait leur travail. C'est pour ça que ça fait mal. Ça fait mal parce que ils nous ont pris notre futur. Ils ont pris notre futur et ils le gardent dans leurs mains. Et nous, comme on est sortis, et que maintenant on voit comment les gens font, comment les gens se battent pour leur liberté, comment les gens se battent pour leurs droits, comment les gens peuvent insulter Donald Trump, fuck you, fuck you, fuck you. Mais c'est liberté d'expression. Mais quand tu apprends ça, tu te dis, mais ah bon? C'est comme ça que le monde fonctionne? Et pourquoi ça ne peut pas être la même chose chez moi? Pourquoi quelqu'un, juste parce que lui, il a un titre, c'est fini, il est comme un dieu? Tu vois un peu? C'est de cette où que ce n'est pas normal la condition de vie que nos compatriotes ont. Et on veut rentrer chez nous. On ne veut pas gaspiller nos compétences et nos forces, notre intellect à l'extérieur. Ces gens ne sont pas meilleurs que nous, ce sont juste des êtres humains, comme nous. Ok. Monsieur Elliott, je vais vous prendre la parole là. Pour le moment, buvez de l'eau. Je sais que même j'arrive à sentir dans votre voix une colère des faits. Monsieur Elliott, des faits. Ce n'est pas la colère, c'est la passion. Ah, ok. Des faits. Monsieur Raymond, merci beaucoup pour la patience. Allez-y. Monsieur Raymond, une fois. Monsieur Raymond, deux fois. Allô? Oui, désolé, mon micro était coupé. Je parlais déjà, mais j'avais pas fait attention. Je suis pas un habitué des... Excusez-moi. Je vous remercie. Je vous remercie déjà de m'avoir donné la parole, tout simplement. Et j'apprécie beaucoup ce que vous faites également. Et je trouve que ce genre d'initiatives sont très, très importantes pour notre communauté à travers le monde. Et ça participe au développement de notre pays, tout simplement. Et pour revenir à la question qui est posée ici, pourquoi est-ce que la diaspora est plus impliquée dans le développement ou à vouloir un changement, que ce soit un changement de régime ou que ce soit un changement de gouvernance, tout simplement. En fait, on a juste envie de voir évoluer les choses. Donc,
pour moi, je le vois sur plusieurs aspects. Ceux qui m'ont devancé ont déjà amorcé certaines parties. Notamment, je crois que c'est quelque chose qui est commun à nous tous qui sommes à l'étranger, c'est l'aspect nostalgique patriotique. On est attaché, qu'on le veuille ou non, on est attaché à notre patrie. C'est notre patrie mère, comme on dit en évé. D'ailleurs, Benfico dit, à Roncado, je ne connais pas toute le dicton, mais je sais que il y a quelque chose qui parle de ça. Donc, on est intimement lié à cette patrie mère qui nous rappelle à chaque fois. Donc, il y a cet aspect-là qui est ce lien émotionnel, on va dire, hein, et ce désir-là qui nous pousse à vouloir le changement parce qu'on se dit qu'un jour, on va retourner sur cette terre-là qui nous a vu naître, tout simplement, vous voyez. Mais au-delà de ces aspects-là, il y a des aspects beaucoup plus importants. On a grandi à l'extérieur, on a fait une partie de place, ils ont une peur en eux. Nous connaissons les réalités, comme il y a un dicton aussi qui passe dernièrement, et d'ailleurs je discutais hier avec un de mes oncles qui dit dans nos pays, la liberté d'expression existe, mais c'est la liberté après l'expression parfois qui est problématique. Donc, on ne doit pas oublier ces aspects-là. Du coup, seulement prendre la parole et de dénoncer ce qui ne va pas chez nous, tout simplement. Et également, nous ne devons pas oublier que il y a l'aspect économique. Qu'on le veuille ou non, la diaspora participe énormément au développement de notre pays. Dernièrement, selon les statistiques qui sortent, on dit plus de 400 millions de dollars que la diaspora togolaise a envoyé au Togo. Moi, personnellement, je pense qu'il y a plus. Parce que si je prends, moi, de mon cas, de mon côté, tout simplement, je sais que, je ne sais pas pour rentrer dans les détails, mes connaissances, tout ce qu'ils font au pays, il y a une partie que, oui, on passe par les moyens légaux pour envoyer de l'argent au pays. Ces montants-là sont comptabilisés, donc on retrouve dans ces chiffres-là. Mais les sommes d'argent que nous envoyons au pays, en réalité, qui passent par d'autres moyens, c'est parfois très, très, très colossal. Donc, qu'on le veuille ou non, la diaspora participe grandement à l'évolution économique du pays. Et il y a également ce poids économique que nos familles là-bas pèsent sur nous. Et nous, on a envie de se sortir de ça. Du coup, on se dit, mais comment ça se fait que tout le temps, quelqu'un va m'appeler? Là, par exemple, c'est l'approche bientôt des rentrées scolaires. Je commence à recevoir des messages. Ah oui, tu veux me faire ci, ça. Du coup, on se pose la question, pourquoi est-ce que c'est toujours comme ça? Pourquoi est-ce que ça n'évolue pas? Moi, je suis venu... ici j'ai grandi, je n'ai jamais eu de problème, même pendant les périodes difficiles, je n'ai jamais, à l'approche de la rentrée scolaire, je ne me suis jamais posé la question, comment je vais faire pour aller à l'école, vous voyez? Parce que je sais que j'ai ou pas, je trouverai un moyen par tous les mots. Du coup, on a ce poids-là qui est en permanence sur nous, on se dit, mais comment on va faire évoluer ces choses-là? Ce sont des questions auxquelles la diaspora fait face. Ça, c'est juste un exemple que j'ai donné, hein, que ce soit au niveau de la santé, plein d'aspects, ça, c'est tout. À chaque fois, bon, les gens ils se disent, ok, on va appeler mon oncle qui est en Europe, il va m'aider. Vu que je participe à tout ça, je veux que ça change. Je veux voir mon pays évoluer, atteindre un certain niveau dans lequel moi je suis actuellement, pour que peut-être que s'ils atteignent ce niveau de vie, ils me laisseront tranquille également, vous voyez. Donc, il y a cet aspect-là également plutôt économique. Et je le dis, et moi, je suis sûr que les chiffres, les vrais chiffres du poids économique de la diaspora est 3 fois plus élevé que ce qui est annoncé. Voilà, je peux dire. Et puis, je dirais également qu'il y a les risques. Hein. Les risques pour les citoyens qui sont sur place. Hein. Du coup, comme je l'ai déjà dit, il y a l'aspect où ils se disent si je parle, qu'est-ce qui va m'arriver? On a des exemples, hein, que ça soit, on va pas se voiler la face. Il y a des choses à corriger, il y a des choses qui ne vont pas, on le sait tous, peu importe les bords politiques dont on fait partie, on doit
se dire la vérité et se dire qu'il y a des choses qui ne vont pas chez nous, qu'on a envie de voir évoluer. Tout ça, ça nous frustre en fait. Parce que tout ce qu'on veut, par exemple, nous tous qui sommes ici, qui participons, par exemple, aujourd'hui à ton live, dernièrement, il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées sur le réseau. Toutes ces personnes-là, même les gens qui ne s'entendent pas, qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a une seule chose qui réunit tous ces gens-là, c'est de voir leur pays évoluer, tout simplement. On veut tous le bien de notre pays. C'est comme ici, dans les pays dans lesquels on vit, au niveau politique, il y a des gens qui sont du bord de l'extrême droite, de l'extrême gauche, des centristes. Toutes ces personnes-là, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent juste voir l'évolution de leur pays, mais chacun voit les choses à sa manière, tout simplement. Donc, nous tous qui sommes ici aujourd'hui, tout ce qu'on veut, c'est juste voir notre pays atteindre un certain niveau de vie, atteindre un certain niveau de développement, tout simplement. Parfois, on n'est même pas, je pense que très souvent, c'est même pas parfois, très souvent, la diaspora n'est même pas très demandeur de grand chose. On n'aspire même pas à ce que nos pays deviennent une copie-collée de l'Europe ou de l'Amérique, vous voyez, parce qu'on a encore cet attachement à nos cultures, à nos valeurs morales, qui font qu'on veut juste voir certaines choses changer, tout simplement. On veut juste voir les choses évoluer, ou même la volonté, parce que je suis intimement convaincu que le peuple togolais, c'est un peu tellement pacifique que juste leur offrir un minimum de vie, ils s'en foutraient de qui est au pouvoir ou qui n'est pas au pouvoir, vous voyez. Les gens veulent juste vivre. Les gens veulent juste pouvoir jouir un minimum de leur vivant avant un jour de partir et d'aller dans l'au-delà, vous voyez. Donc, tout ça, c'est tous ces aspects-là qui poussent la diaspora aujourd'hui, mais c'est pas qu'aujourd'hui. On a des exemples également, on peut citer dans plusieurs pays, dans le monde, à travers le monde. On a des exemples concrets même au Togo, par exemple. Si on regarde la diaspora libanaise qui est au Togo, c'est pas pour entrer dans certaines polémiques, mais la diaspora libanaise a énormément participé au développement de leur pays. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de Libanais, que ce soit au Togo, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, mais ils participent énormément au développement de leur pays. Et nous, nous Togolais qui sommes à l'étranger, nous voyons également ça. Donc on a envie de faire la même chose, vous voyez. Ces diasporas libanaises qui participent au développement de leur pays, vous ne pensez pas qu'ils s'intéressent à la politique de leur pays? Parce que c'est leur argent qui fait bouger le pays. Donc c'est normal qu'ils s'intéressent à ça. C'est automatique en fait. On peut voir par le passé le cas de l'Afrique du Sud. Si l'Afrique du Sud a changé, c'est aussi grâce à la diaspora qu'ils étaient énormément actifs. Le cas de l'Inde, tous ces pays, on peut citer énormément de pays où c'est la diaspora qui ont fait bouger les choses, vous voyez. Et c'est pas forcément toujours négatif. C'est pas, la diaspora n'est pas là pour pouvoir casser des choses ou quoi. Non, on veut juste voir évoluer les choses. On veut investir dans nos pays et le voir évoluer et qu'on nous laisse parfois travailler tout simplement. Parce que parfois, à un moment donné, on en a marre parce que tu veux juste faire un petit truc, on te bloque. Bon, je sais que certains n'aiment pas qu'on dise ça, mais moi, je parle en connaissance de cause, des choses que j'ai vécues moi-même. Parfois, tu veux même arranger ta rue devant chez toi, on te dit que tu dois, pourtant personne ne le fait. Tu veux le faire, on va te dire tu dois demander l'autorisation et on te donne pas l'autorisation sous prétexte que tu veux, alors que tu n'en as rien à foutre. Tu veux juste faire ça et partir et tu vis même pas. Tu viens passer un peu de temps et puis tu pars. Tu veux juste, mais tout est politisé, tout est mal vu, tout est péjoratif. C'est à un moment donné, c'est énervant, vous voyez. Et c'est vraiment triste que nous en sommes à ça aujourd'hui, alors que le problème, s'il y avait une volonté d'inclure, s'il y a une volonté politique d'inclure la diaspora, de l'écouter au moins et d'accepter certaines remarques tout simplement. Je sais qu'il y a des dérives de chaque côté, hein. C'est comme même tes propres enfants que tu as à la maison, que t'as beau les aimer, tu sais que il y a un enfant il est c'est un cancre, quoi. Ça existe partout. Donc on doit accepter nos brebis galeuses comme ceux qui apportent l'enfant qui est toujours premier à l'école et l'autre, ça reste les enfants de même famille. Donc ça existe. On ne doit pas nier, on ne veut pas dire que la diaspora apporte que du bien. Non, la diaspora aussi peut être problématique par moment, mais nous devons juste pouvoir, trouver le juste milieu pour que on puisse participer au développement de notre pays, voir les choses évoluer, que tout le monde profite et que tout le monde
Ah, tonton embêtant, voilà. Ah. Moi, tonton, le temps que vous était imparti est fini. C'est pour cette raison que TikTok vous mute et vous déplace automatiquement. Ok, donc la parole vous reviendra lorsque nous aurons encore fait le tour. Sinon, j'ai pris bonne note des grandes lignes. J'ai pris bonne note. C'est qui ça? Lune noire. Lune noire. Allô. Merci beaucoup. Bonsoir et bonjour à mes compatriotes, mes frères. Ça dépend de votre position. Et merci à notre grand frère pour tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons. Nous ne pouvons que nous remercier et nous soutenir pour les efforts que nous faisons chaque jour qui passe pour cette lutte afin qu'elle puisse aboutir un jour. Et elle va aboutir. Si prête à Dieu, elle va aboutir. Nous sommes confiants qu'elle va aboutir. Sinon, nous n'allons pas venir ici pour perdre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps. C'est parce que nous savons que ça va aboutir. Bon, pour revenir à la question qui a été posée, moi je dirais que l'implication de la diaspora dans cette lutte est en dehors des aspects organisationnels et disciplinaires des pays d'accueil que nous voyons et que nous voulons aussi faire part de notre pays. En dehors de ces aspects-là, il y a aussi des raisons. Il y a aussi certaines raisons que chacun de nous traîne dans cette lutte, ou bien qui motive chacun de nous dans cette lutte. Il y a par exemple les raisons personnelles, il y a les raisons politiques, il y a les raisons sociales, les raisons culturelles, il y a même les raisons de suivisme. Il y a certaines qui rentrent dans cette lutte par suivisme. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Bon, par exemple, les raisons personnelles, il y a certaines qui ont été victimes de ce régime depuis le pays, avant de venir ici à la diaspora. Et ces personnes-là, qui ont ces séquelles, des tortures qu'ils ont endurées, ou bien des mal qu'ils ont endurés, au niveau du régime, eh bien, au niveau de la diaspora, ils ont continué toujours cette lutte. Il y a certains qui ont commencé la lutte depuis le pays et même à la diaspora, ils n'ont pas baissé les bras, ils ont continué. Ça, c'est des raisons personnelles parce que on ne peut pas, il n'y a pas eu de rupture. Ils ont continué, ils ont commencé depuis même quand ils étaient au pays. Par exemple, moi, quand je donne mon exemple, moi, c'est un collègue, on a fréquenté ensemble, que les gendarmes ont battu au camp de la gendarmerie. On était en seconde, je pense bien, et c'est le temps où on avait renvoyé Bataba aussi technique et Yadema. Dans le temps, on avait battu comme il était un terroriste envoyé par Jésus-Christ Olympio. Et c'est là que moi, j'étais vraiment énervé et vraiment engagé dans la lutte. Donc, quand je suis venu, automatiquement, c'est une continuité pour moi. Donc, c'est une raison personnelle pour moi. Bon, il y a certaines personnes, c'est des raisons politiques. Parce qu'ils voulaient faire cet exercice politique-là pour que, quand ça change, ils pouvaient aller retourner au pays pour prendre des postes politiques. Et ils le font et ils sont impliqués dans cette lutte, rien que pour le plaisir, mais pour essayer de postuler à des postes politiques au pays. Et il y a certaines personnes comme ça qui font cette lutte. Il y a aussi certaines personnes qui sont impliquées par des raisons sociales, parce qu'ils aiment aussi aider leur communauté. Ils pensent que, bon, voilà, ils sont à la diaspora, ils peuvent aider leur famille, ils peuvent aider leur communauté, ils peuvent développer certaines choses dans leur pays, ils peuvent mettre leurs compétences au service du pays, non pas nécessairement pour être dans un gouvernement, mais en ayant derrière, mais faire quelque chose pour le pays. Donc, c'est des raisons sociales. Bon, il y a certaines qui ont aussi des raisons culturelles, qui ont des talents aussi, qui veulent aussi quand même faire vivre dans nos pays, ou bien faire profiter à notre jeunesse, et ils sont impliqués dedans. Et ensuite, il y a certaines qui suivent seulement la lutte. Il y a certaines qui sont impliquées dans cette lutte au niveau de la diaspora par suivisme. Et c'est ces gens-là que moi j'appelle par suivisme, parce que les gens le font et ils le font.
Parce que les gens se disent, bon voilà, et ça ne va pas dans le pays, bon voilà, on va lutter, on va développer, on va chasser ce régime. Eux, ils sont aussi motivés, et ils se disent, bon voilà, c'est pas moi qui va rester derrière, eh bien, je vais moi aussi m'engager dans cette lutte. Et on a beaucoup de gens comme ça. Et c'est pour cela que quand à chaque mouvement, on voit de nouveaux politiciens, on voit de nouveaux activistes qui naissent. On voit de nouvelles associations, organisations, mouvements de la diaspora qui naissent comme des champions et après, ces organisations-là disparaissent parce qu'ils naissent par suivisme. Ils ne savent pas ce qui se passe, mais ils viennent comme ça parce qu'il y a un mouvement, on dit, ah, je ne vais pas rester à l'écart, je vais y rentrer, Parce que moi, j'ai fait l'exercice là, à poser certaines questions à des gens qui se disent, certains collègues que moi, je les voyais, je les demandais, venez, on va faire cette lutte. Ils disent, non, vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas fatigué. Et d'un seul coup, c'est eux maintenant qui veulent me mobiliser à faire la lutte. Et ils me parlent de PIB du Togo qui a élevé par rapport à la dette, etc. Et j'ai pris le temps, j'ai dit, mon grand frère, le PIB là même, c'est quoi? Et il me regarde, il me dit, mais est-ce que moi-même je connais? J'ai dit, mais toi, monsieur, je ne connais pas le PIB. Mais tu me dis que le PIB est élevé, et c'est pour ça que quand tu es énervé, tu veux faire la lutte. Donc tu ne fais pas suivisme, ça veut dire que toi-même tu ne comprends pas ce que tu veux faire. C'est pas parce que les gens le disent que tu le fais. Donc, il y a aussi ces chances-là, et que moi, je demande plutôt à ces chances-là de comprendre bien ce que nous faisons. Et vous voyez que souvent, ces gens-là, c'est eux qui mettent les bâtons dans les roues de ceux qui sont tellement organisés, et qui veulent faire quelque chose pour le pays. Et ces gens-là, ils sont là aussi pour ne faire que détruire, ou bien pour ne faire que mettre des bâtons dans les roues de ceux qui veulent quand même faire quelque chose pour le pays. Donc, je demande à ces gens-là que si vous ne comprenez pas ce que les autres font, prenez votre temps pour étudier et poser des questions, comprendre avant d'y mettre votre pied dedans. Donc voilà, moi je pense que c'est ces aspects-là qui nous motivent aujourd'hui. Mais au-delà de tout ça là, nous sommes tous réunis sous une seule parapluie qui est le Togo. Et nous voulons que notre Togo aussi soit un État normal, un pays normal dans le pays. Quand vous voyez le Togo, vous savez que le Togo n'est pas un pays normal. Tout ce qui se passe dans le Togo, ce n'est pas un pays normal. Comment on peut gouverner un pays pendant 20 ans? Pendant 20 ans, on n'est même pas arrivé à construire un seul stade de football. Le seul que le vieux Adema a construit à Kéké, c'est le seul là qu'on a. En dehors de ce qu'on avait fait avant l'ancien stade qui est à côté de la radio, entre la radio et le palais de congrès, et le stade de Kéké, c'est fini. On n'en a plus. Le stade, le sport, l'élément essentiel du développement d'un pays, de l'épanouissement de la jeunesse. On n'est pas arrivé à créer ça. Nous avions 5 régions dans le Togo, au Togo. Où sont les hôpitaux? On peut avoir au moins un hôpital de référence dans chaque région. Ça, c'est simple. Et les gens qui nous dirigent, ce n'est pas des idiots quand même, c'est des intellectuels, c'est des gens qui ont prouvé leur capacité intellectuelle à l'extérieur. Et pourquoi quand ils rentrent dans ce système, c'est fini? Ils deviennent comme s'ils n'ont jamais réfléchi dans leur vie. Mais c'est dommage. Alors moi, je ne fais que soutenir et remercier tous les collègues, tous les compatriotes qui s'engagent aujourd'hui dans cette lutte. Ne vous abaissez pas les bras, ne vous découragez pas, même si les attaques viennent de gauche à droite, spécialement à notre grand frère qui est ici, les attaques qui viennent de gauche à droite, les intimidations là, ne les regardez même pas, ne les cirez même pas. Ne les cirez même pas. Prenez les intimidations comme votre force de bâton. Les intimidations doivent être notre force de bâton et nous devions aller très dur pour que nous puissions libérer notre pays. Le pays nous appelle. Les 9 millions qui sont au pays, ils nous appellent et ils nous regardent. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Merci à notre tonton pour ces explications. Nous allons encore passer la parole à Kwasi. Kwasi 67.